Il y a beaucoup d'inégalités d'accès au savoir. C'est notre responsabilité commune que de les réduire. Se préparer du mieux possible aux compétences de demain implique, là encore, de mobiliser l'intelligence collective pour penser ensemble, décideurs, chercheurs, éducateurs, citoyens, dans des formes innovantes de gouvernance, les besoins et les moyens d'y répondre. Il faut intégrer dans la notion de connaissance digne d'être transmise des savoirs moins formatés et considérer comme source de ces savoirs des personnes autres que celles dont c'est le métier. La société apprenante, c'est une logique dans laquelle vous laissez des traces de ce que vous réussissez d'original ou d'innovant. Vous expliquez le chemin que vous avez emprunté pour résoudre une question ou un problème. Éventuellement, vous créez des contenus ou des technologies qui permettront aux autres de s'emparer de ces sujets. Vous leur permettez d'apprendre, mais aussi d'apprendre à apprendre. Vous les mettez en confiance et vous instillez peut-être en eux l'envie de poursuivre ou d'aller plus loin. 200 millions des enfants qui ne sont pas dans l'école, au niveau global. Alors, dans ces paradoxes, c'est le moment de pas seulement de réformer le système éducatif, mais de repenser les moyens de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est un contexte qui demande vraiment un nouveau dialogue entre le monde de la recherche, le monde de la connaissance des sciences cognitives, par exemple, et le monde de l'éducation. On doit mettre dans les mêmes places les innovateurs, les éducateurs et les chercheurs. Il y a une étude qui a été publiée par l'Institut du Futur qui a été commanditée par Dell, qui dit que 85% des métiers que les gens apprennent aujourd'hui ils n'existent pas encore. Mais ce que disait Marianne Thyssen, qui est la commissaire européenne pour l'emploi, c'est que 30% des emplois qu'on a aujourd'hui n'existaient pas il y a 20 ans. En fait, il y a deux courants de pensée au cours du XXe siècle qui ont mis en avant la question des compétences. Il y a un premier courant qui est plutôt issu des recherches en psychologie, qui se sont intéressés aux questions de l'apprentissage, comment on apprend. Et donc c'est de là que naît une première approche des compétences comme un processus d'apprentissage. Et puis une deuxième approche qui est plutôt issue de la pensée économique, qui s'est intéressée aux questions de performance et qui a plutôt identifié les compétences comme des ressources humaines, mais qui participent à la performance de l'entreprise. Et en fait, ces deux courants de pensée, ils se sont progressivement rejoints. En France, on s'en est emparé notamment dans les années 80. Les entreprises qui ont traversé des grosses phases de restructuration ont développé de l'approche par les compétences pour essayer de réfléchir à notamment la mobilité, la transition professionnelle de leurs salariés. Et aujourd'hui, quand on parle de compétences, moi j'aime bien utiliser la définition que propose la Commission nationale des certifications professionnelles, où en fait elle utilise un terme qui est assez, finalement c'est une approche assez holistique, où la compétence c'est une combinatoire de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, qui permettent en fait d'agir dans une situation de travail donnée et donc dans un contexte de travail donné. Ce sont les compétences du futur. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs approches, dont deux majoritaires. Donc plutôt une approche quantitative qui est aussi menée à France Stratégie et qui consiste à la prospective des métiers et des qualifications, plus connue sous le nom de PMQ, où on part normalement d'observations rétrospectives de l'emploi par métier, et puis on identifie des tendances qu'on va prolonger sur les années à venir. Donc ça nous permet d'identifier quels sont les métiers qui seront en déclin ou en croissance dans les prochaines années, et donc dire quelles sont les compétences qui seront le plus demandées à l'avenir. Mais il faut savoir que cette approche-là est plutôt très coûteuse, donc en temps, en technicité aussi. Donc c'est pas tout le monde qui peut développer un modèle économétrique et rentrer des hypothèses. Donc on a décidé, nous, de développer plutôt une approche qualitative, donc une réflexion de tendance qui nous permettrait d'identifier les mutations qui ont des impacts sur les activités des métiers et donc les compétences qui vont être l'évolution des compétences, on va dire. C'est-à-dire que la modification de la situation de travail va être un indicateur des compétences qui seront attendues ou demandées pour tel ou tel métier. Dans le cadre du réseau emploi compétences, c'est un sujet qui réunit des acteurs finalement de mondes très variés. On a des acteurs qui sont
plutôt du monde de l'éducation, éducation nationale, enseignement supérieur, des acteurs de l'entreprise, des acteurs du monde de l'emploi, Pôle emploi, les acteurs de l'orientation également. Finalement, tous ces acteurs ont, il y a 3-4 ans, identifié que finalement cette question des compétences, et notamment les compétences qui sont communes à plusieurs métiers, ça pouvait être un levier, enfin, c'est une hypothèse qui a été formulée dans le cadre de ce réseau, pouvait être un levier intéressant de mobilité sur le marché du travail. À l'heure où on parle beaucoup de transition professionnelle, de parcours de formation tout au long de la vie, de sécurisation des parcours professionnels, c'est vrai que cette question ou cette approche par les compétences communes à certains métiers, c'est une façon, ou en tout cas on peut en faire l'hypothèse de dire c'est par cette approche compétence on peut être plus mobile sur le marché du travail, à condition bien sûr de les repérer, ces compétences. 2 filières pour l'expérimentation, donc la filière du numérique et puis la filière valorisation industrielle des déchets. Et dernièrement, on a aussi reçu une commande, Premier ministre, sur les métiers du sport. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de réunir autour d'une table l'ensemble des acteurs de chaque filière, donc qui n'ont pas forcément l'habitude de se voir et de discuter, pour faire émerger une réflexion collective et partagée sur les mutations qui ont un impact sur le secteur ou la filière en question et les évolutions des compétences qui seront attendues et donc les enjeux de professionnalisation qui sont liés. Donc, on considère que la plus-value de cette démarche-là, c'est vraiment de réunir des experts divers et variés avec des points de vue et des positions institutionnelles complètement différentes et de sortir avec un consensus. Voilà un petit peu, on va dire, la plus-value de ce mode de travail, sachant qu'à la fin, il y a quelques propositions en termes d'enjeux de professionnalisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux identifier ses compétences, pour mieux les valoriser dans le cadre des entreprises, ou même pour assurer des mobilités entre tel métier ou tel secteur. Il faut penser simultanément société de la connaissance et de la reconnaissance. L'exemple des Open Badges est éclairant. Il y a derrière de tels dispositifs l'idée que tout doit être entrepris pour valoriser à la fois la connaissance, mais aussi la capacité à la partager et à rendre ces informations visibles afin que le détenteur de ces connaissances puisse être aisément identifié, de la même façon qu'un diplôme signale que vous avez acquis des savoirs dans le cadre scolaire ou universitaire. Le numérique a inventé de nouvelles formes de reconnaissance, plus agiles, plus rapides. La reconnaissance constitue un puissant facteur de motivation. Un badge, ça peut être quelque chose qui est offert, on peut offrir une reconnaissance à quelqu'un, ou aussi on peut être en demande de reconnaissance, on peut demander une reconnaissance. L'an dernier, lors du Summer of Code qui a été mis en œuvre par Open Knowledge Belgium, les étudiants ont développé une application qui s'appelle BeSkilled, avec le processus suivant, c'est-à-dire qu'on crée son propre badge et on demande à quelqu'un de nous reconnaître en émettant le badge en notre faveur. Donc on peut revendiquer un badge, on crée son badge et on revendique une reconnaissance. Ce qu'il faudrait, c'est impliquer les publics dans le design. Il faut que ce soit un système de co-design et pas de faire pour eux, mais de faire avec eux. La mise en commun des parcours et des expériences fournirait en outre un outil extraordinaire d'aide à l'orientation. Les parcours de formation et les carrières sont de moins en moins linéaires et s'inscrivent dans un contexte très mouvant, où les métiers évoluent en permanence. Savoir par où sont passées les personnes qui exercent le métier que je vise, ou savoir quel métier exercent des personnes dont le parcours ressemble au mien, constituerait une aide précieuse à tous les âges, mais en particulier pour les plus jeunes. On l'a vu par exemple dans les métiers des déchets, qu'en termes de visibilité et d'attractivité, il y a un problème et qu'il y avait un travail à faire, surtout que ce sont des métiers considérés comme non qualifiés, peu qualifiés ou sales. Et donc ce qu'on a essayé de dire, c'était il y a un besoin de travailleurs dans ce secteur-là, il y a un potentiel d'emploi important, sauf qu'on n'a personne de l'autre côté pour venir abonder ce besoin-là. Donc toute la réflexion, c'était de dire, on vous montre que ces métiers sont qualifiés, qu'il y a un besoin de compétences énorme et qu'il faudrait aussi que des personnes qui sont demandeurs d'emploi peuvent se réorienter dans ces métiers-là, mais pas en tant que, pas à défaut, mais plutôt parce que c'est des métiers qui recrutent avec de meilleures conditions de travail et de meilleures conditions salariales
et qui vous propose aussi une certaine évolution en termes de compétences. Donc ce n'est plus uniquement du tri par exemple, mais ce serait en charge du tri optique. Donc ce serait uniquement pas, en termes de compétences, il ne demanderait pas uniquement du doigté, mais plutôt aussi savoir gérer des machines, identifier les refus de tri. Donc ce serait vraiment une montée en compétences des salariés. Et D-Tripper, c'est une application qui est utilisée par le CIBC, donc les centres qui font les bilans de compétences. Alors ils l'utilisent pour des personnes en bas niveau de qualification. Et qu'est-ce que font les personnes? C'est qu'elles enregistrent un parcours, donc prennent des photos, et quand elles ont pris ces photos-là, elles taguent ces photos-là avec des compétences qui ont été mises en œuvre, qui ont été activées au moment de la prise de photo ou avant, quoi, en relation avec la photo. Et donc, c'est un outil qui est assez facile à utiliser, les gens prennent des photos, et du coup, en rajoutant quelques métadonnées à la photo, on peut créer une espèce de portfolio d'expérience, on peut créer une narration assez naturelle qui ensuite peut éventuellement donner lieu à une reconnaissance avec un badge ou autre. Oui, mais le badge va prendre de la valeur en connexion avec d'autres badges, avec les badges qu'on a eus avant, après, avec les autres personnes qui ont le même badge. Et donc un badge prendra de la valeur parce qu'on va créer un écosystème autour de ça. Mais maintenant, si on pense qu'un référentiel de compétences, c'est une cartographie qui nous permet de nous orienter, de dire où on est, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une destination, la métaphore que je propose d'utiliser, c'est OpenStreetMap. C'est-à-dire qu'avant, les cartes, c'était fait par l'Institut géographique national, et puis c'était vraiment le top-down. Maintenant, on a la possibilité, c'est même pas la possibilité, c'est qu'on va devoir utiliser les personnes comme des curateurs, comme des personnes curatrices, qui vont collecter l'information, qui va être ensuite mise en forme pour cette cartographie. Et finalement, le badge lui-même peut devenir un élément de la cartographie. En fait, ces référentiels, ils sont nécessaires. C'est une première étape centrale pour analyser le travail et donc comprendre derrière le travail, les activités, de quelles compétences on a besoin. Mais en fait, ils ne sont pas suffisants. Et d'une certaine façon, il faut s'en affranchir. Après, ça reste quand même le cadre utile et nécessaire pour ensuite, si on veut aller vers une certification. Alors la raison d'être des badges, c'est qu'on apprend tout au long de la vie et 90% des apprentissages, ou moins, sont des apprentissages dits informels. On apprend, comme là, on va apprendre des choses ensemble. Et ces apprentissages-là ne sont pas reconnus. Les seuls apprentissages qui sont reconnus aujourd'hui sont les apprentissages qui ont un certificat, un diplôme, donc des apprentissages dits formels. Et donc il y a eu l'idée de comment rendre visibles les apprentissages informels. Et donc c'est la fondation Mozilla et la fondation MacArthur qui se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas une image dans laquelle on mettrait des métadonnées, hein. Quand on prend une photo avec un appareil numérique, on a la photo, puis on a des métadonnées qui sont associées à la photo. Eh bien un badge, c'est comme une photo, c'est une image, sauf que les métadonnées sont relatives à la reconnaissance. Et donc j'aime bien appeler le badge l'instantané de la reconnaissance, en anglais le snapshot, un clic-clac Kodak. Et puis il y a des applications qui commencent à émerger dans les entreprises. IBM est assez avancé là-dessus, ils ont émis plus d'1 million de badges, IBM. Et donc ils redéveloppent leur système de gestion des ressources humaines et de formation à partir des badges. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avant on avait un silo des ressources humaines, et avec les badges, avec cette information très granulaire, ils ont réussi à rendre cette information complètement disponible à l'ensemble des salariés d'IBM. Et donc ils ont des applications qui permettent de faire des recherches de talents, de monter des équipes. Donc c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Pour une reconnaissance effective des compétences informelles, sociales, humaines et transversales, la prise de conscience est la première étape. L'accompagnement est la deuxième. La valorisation par l'ensemble des acteurs éducatifs et professionnels est la troisième. Elle est progressive, mais c'est aussi, pour les organisations et notamment les entreprises, un moyen d'attirer les meilleurs et de les garder. Alors sur l'engagement,
Et sur la valorisation de l'engagement, la France est quand même assez bonne. C'est rare de pouvoir le dire, mais on est assez en avance, notamment grâce à la loi égalité citoyenneté de 2007, qui a rendu obligatoire la valorisation de l'engagement étudiant dans les cursus et qui oblige les universités à reconnaître les compétences acquises lors d'un engagement. Pas l'engagement en lui-même, mais les compétences acquises au cours d'un engagement. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans les autres pays, ou en tout cas pas de la même manière. Et souvent, alors je n'ai pas forcément une connaissance exhaustive de ce qui se passe dans les autres pays, mais quand on y va, il y a une distinction assez forte entre l'engagement, la vie de l'étudiant et ses études. Et je pense que un point positif de la France, c'est justement qu'il peut y avoir certaines perméabilités entre la vie sociale de l'étudiant et sa formation. Des compétences transversales, communes à de nombreux métiers sur le marché du travail. On peut s'interroger sur l'utilité d'une certification. C'est-à-dire que les compétences techniques vont aussi subsister et qu'il ne faudrait pas les oublier dans la réflexion globale. Les compétences transversales ne suffisent pas à exercer le métier. Il faudrait aussi continuer la réflexion sur les compétences techniques. Je veux, moi, ma responsabilité comme futur employé ou comme élève dans une école, par rapport aux compétences, dites compétences transversales. Je veux que l'organisation dans laquelle je vais travailler facilite l'activation des compétences transversales. Et donc j'accepterai d'être reconnu pour mes compétences transversales dans l'organisation si je reconnais que l'organisation me permet de développer, d'activer ces compétences transversales. Et donc on peut se servir du référentiel de compétences comme d'un instrument dont les personnes peuvent se servir pour transformer les organisations et pas simplement de faire de la conformité, de l'alignement par rapport à une norme. Comment peut-on faire en sorte que l'individu devienne lui-même acteur de son propre apprentissage ? Est-ce qu'on n'a pas été trop habitué finalement à être des réceptacles quand on apprend, des réceptacles d'informations, de savoir, etc. Et comment on devient acteur finalement de notre propre apprentissage ? Si on prend une étude qui a été faite par le CDFOP, qui est l'agence de la Commission européenne qui s'occupe de la formation continue, qui date, il y en a une qui avait été faite en 2016, où on pose la question aux gens, est-ce que vous pensez que les compétences que vous avez dans votre travail sont insuffisantes, donc il vous manque des compétences, ou vous avez des compétences qui sont supérieures à celles qui sont demandées dans votre travail. Et c'est intéressant, c'est que 40% des gens pensent avoir des compétences qui sont supérieures à celles qui sont dans leur travail. Mais comment est-ce qu'on peut les rendre visibles si elles ne sont pas actées, activées? Et si on prend une autre étude de la commission, du CDFOP, où ils font une étude sur l'activation des compétences une fois qu'on sort de formation. Un étudiant engagé, il aura beaucoup plus de choses à faire valoir qu'un étudiant qui a suivi uniquement son cursus. Alors après, la difficulté, et à l'université c'est peut-être encore plus flagrant, mais la difficulté c'est de valoriser ses compétences et d'avoir déjà conscience des compétences qu'il a acquises et de valoriser ses compétences, mais ça, il y a des services dans les universités qui sont chargés d'accompagner les réflexions justement des étudiants sur ces questions-là. On pense notamment aux PME, TPE, pour lesquelles évidemment ces notions restent complexes, on est sur des mots souvent valises où on ne sait pas bien mettre de définition derrière, et donc c'est fondamental d'accompagner les entreprises pour qu'elles et ensuite qu'elles puissent les intégrer dans leur processus RH, quand elles recrutent des individus, quand elles évaluent les personnes en emploi, quand elles veulent former aussi leurs salariés. Il faut aussi penser reconnaissance tout au long de la vie et penser que la personne n'est pas simplement quelqu'un qui est en quête de reconnaissance,
mais que c'est quelqu'un aussi qui est capable de reconnaissance. Et donc c'est vrai que quand on demande à quelqu'un de rédiger un CV, souvent la personne va mettre des choses, va mettre très peu de choses, et que c'est à travers une conversation que la personne va prendre conscience. Mais peut-être que si on autorisait la personne, si on reconnaissait sa capacité à reconnaître les autres, parce que des fois c'est plus facile de reconnaître chez les autres des qualités, des expériences, et si on dit comment est-ce qu'on vous décrirait, qu'est-ce que tu dirais sur telle ou telle personne, les gens sont capables de dire des choses peut-être de façon plus détaillée que ce qu'elles seraient capables de dire sur elles-mêmes. Si on dit au décrocheur scolaire, tu as la capacité de reconnaître, tu peux reconnaître quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que si le décrocheur scolaire reconnaît quelqu'un et que la personne accepte cette reconnaissance, bah du coup, il est reconnu, elle est reconnue. Parce que accepter une reconnaissance, ça veut dire reconnaître la personne qui offre la reconnaissance. Et ça, je pense que c'est un message qui est profondément émancipateur. Ce message émancipateur, qui est de faire confiance à chacune et à chacun dans ce qu'ils peuvent apporter au collectif, nous devons le faire fructifier, inventer, faire connaître les cadres de ces échanges, de ces partages. C'est ainsi que nous apprendrons à renouveler nos questions. Raisonnons en termes de territoires apprenants. Je crois à la métaphore amérindienne du petit colibri, qui, alors que tous les grands animaux fuient l'incendie qui les menace, se dirige vers le foyer, avec quelques petites gouttes d'eau dans son bec. Il sait qu'elles ne suffiront pas à éteindre le feu, mais se dit, au moins, j'aurai fait ma part du travail. En matière d'éducation, il existe des milliers de colibris de par le monde. On doit mobiliser, il faut mobiliser des communautés qui ne sont pas engagées toutefois sur ces sujets. Non? Par exemple, les communautés des universitaires. Non? Je pense personnellement que les universités seraient plus en plus dans le futur les moteurs non? Du changement. Non? Et on doit mettre les universités, la recherche et l'école, non? Le système éducatif au même niveau pour avoir un échange très utile, nécessaire, je vais dire. Sur notre territoire, comme de nombreux territoires en France, il y a une offre pléthorique de gens qui présentent des savoirs, des expertises, des interrogations, etc., des débats. Et comment rendre visible cette offre pléthorique ? Donc l'idée, c'était de rassembler tous les acteurs forts de notre écosystème de la connaissance, qui sont à la fois les acteurs de la médiation scientifique et technique, mais aussi le monde universitaire qui a bien compris l'intérêt de prendre en charge cette question de la diffusion des savoirs. Donc on s'est mis tous autour de la table et de dire voilà, comment on peut rendre visible et lisible notre offre. L'écosystème autour de l'université, enfin le territoire, puisse avoir conscience que de ce que l'université peut apprendre, peut apporter en termes de valeurs, de connaissances, mais aussi que l'université n'hésite pas à aller voir les entreprises. Alors ça se fait déjà, mais à aller voir les entreprises ou des associations de quartier ou des associations de personnes âgées ou des administrations pour alimenter la connaissance et servir de lieu de recherche, de lieu d'apprentissage, de lieu de stage. Je prends l'exemple récent de l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, c'est extrêmement important. Ce qui s'est passé dans la manière dont le message a été porté. Vous avez depuis des années et des experts du GIEC qui posent des constats scientifiques et ces constats sont entendus, diffusés, mais ils ne sont pas du tout écoutés. Et là, vous avez une autre forme de structuration. Vous reprenez les mêmes experts du GIEC et vous reprenez les mêmes constats, parce que c'est des constats scientifiques qui aujourd'hui ne sont plus remis en cause de manière sérieuse, parce qu'ils ont vraiment fait la preuve de leur scientificité. Vous y associez des associations importantes qui réunissent vraiment des acteurs un peu partout sur les territoires. Vous y associez des personnalités médiatiques qui permettent à cette affaire du siècle d'avoir une portée médiatique relativement importante, et vous y associez à la signature de 2 millions de citoyens, c'est-à-dire une vraie mobilisation citoyenne à travers la pétition. Et là, vous avez des acteurs qui sont mis à échanger, qui d'habitude ne se parlent pas, qui d'habitude conduisent des actions, mais chacun dans leur couloir, qui font cette action ensemble. Et son impact est majeur. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Les citoyens chercheurs s'impliquent par véritable soif d'apprendre. Ici encore, les prémices de la société apprenante se manifestent déjà.
De plus en plus de citoyens sont à la fois prêts à contribuer à des recherches et à apprendre par la recherche. Pour passer à la vitesse supérieure, 2 axes sont à travailler rapidement. Le premier, c'est l'éthique. Sur le modèle des comités d'éthique sur la recherche biomédicale qui existe depuis très longtemps, il faut des comités sur l'information, l'intelligence artificielle, la robotique, l'éducation. Le second, c'est l'éducation, qui à tous les niveaux doit expliquer qu'on peut être acteur et auteur de cette société de la connaissance et pas simplement consommateur ou fournisseur de données. Alors un projet qui va avoir lieu en mai 2019 est donc le festival Pop Science qui va se tenir au quartier politique de la ville, La Duchère. Et c'est là où Pop Science, c'est du numérique, mais pas que, c'est aussi du présentiel. C'est important. Les gens, ils ont besoin de rencontrer, de dialoguer en direct avec les chercheurs. Et ils aiment ça. Les Fab Labs, etc., ils ont besoin d'expertise juridique, ils ont besoin de business model, ils ont besoin de comprendre l'impact de leur production vis-à-vis d'un quartier, vis-à-vis des usagers. Et c'est quelque chose que nous aussi on porte au niveau de la CPU, c'est que l'université elle est là pour son territoire. Le fait qu'il y ait une université ou pas sur un territoire, ça change la configuration du territoire. Et un étudiant, il apporte voilà, de la jeunesse, de la vie et justement toute sa capacité d'engagement, il peut la mettre au service du territoire. Tout à fait. Là, on est vraiment à la recherche participative dans le sens où on répond à une demande sociale et toute la recherche est faite en coproduction avec des étudiants et l'association qui est aussi partie prenante dans la production de données, mais aussi dans l'interprétation des données et puis dans la valorisation de cette production de recherche proposée. Ce livre, Faire tomber les murs, c'est vraiment un appel à l'intelligence collective. C'est un appel aux universitaires, aux responsables politiques, aux décideurs publics, au monde associatif, aux responsables, aux élus locaux également, pour leur dire, si vous travaillez ensemble, si vous mettez en commun vos forces, votre capacité d'analyse, votre connaissance du terrain, alors vous allez pouvoir apporter beaucoup plus rapidement des réponses beaucoup plus adaptées aux problèmes concrets des Français. Et ces problèmes, on les retrouve à un état d'urgence particulièrement marqué dans plusieurs domaines, dans le sujet de l'éducation des enfants, sur le sujet de l'accompagnement des aînés, par rapport aux problèmes de logement, avec des cris d'alarme qui sont régulièrement poussés sans que des solutions soient trouvées par la Fondation Abbé Pierre, et également en matière de justice fiscale. Et c'est le projet de Badges en la Normandie, où ils veulent se servir des badges pour créer un territoire apprenant. Et un territoire apprenant, c'est un territoire qui a déjà conscience de ses propres ressources, et donc de pouvoir cartographier les talents, les compétences qu'on a sur un territoire. Donc une des premières applications qu'on développe, c'est une application de cartographie. Où on va avoir des traitements approfondis de sujets comme l'intelligence artificielle, la participation citoyenne à la ville, la question du progrès. Et donc on va avoir une nouvelle forme d'écriture où on va mettre en récit un petit peu ces problématiques-là. Donc on travaille aussi sur l'open access. Parce qu'on peut dire, voilà, on veut mettre en accès libre ces publications, mais il faut qu'elles puissent parler. Donc il y a un travail de médiation. Donc on développe effectivement plusieurs formes de médiation numérique. Il faut associer davantage le monde associatif qui a énormément à apporter. Il faut associer aussi le monde économique sur un certain nombre de sujets. Et puis il faut associer également, au-delà du monde associatif tel qu'il est structuré, les citoyens, ceux qui ont envie de contribuer à une réflexion sur la politique du logement, l'accompagnement des aînés, l'évolution de notre politique agricole, l'évolution de l'utilisation de nos espaces publics également, pourquoi pas. Et bien sûr que tout cela doit se faire dans le cadre de règles de travail qui font que chacun apporte avec la meilleure qualité possible ce qu'il peut apporter. Pour moi, une planète apprenante, c'est une planète dans laquelle on va trouver des individus apprenants, des organisations apprenantes, des communautés apprenantes, des territoires apprenants. Et donc c'est un petit peu une représentation fractale où au plus grand niveau, on retrouve la même chose qu'au plus petit niveau, au contraire. Et donc, c'est des collaborations, c'est des échanges. Une planète apprenante, ça serait sans doute une planète où on prend conscience que tout ce qu'on fait dans la vie, ce sont des situations d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on en tire? Et donc, ça nécessite d'avoir en permanence, finalement, ce regard un peu réflexif sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait,
Comment on le fait? Moi, je pense qu'une planète apprenant est une planète où vraiment tous et toutes ont la possibilité de choisir la liberté de penser. Et l'éducation est le seul moyen pour faire. Une planète apprenante, ce serait une planète qui arrive à se réinventer tous les jours en fonction de toutes les mutations qui ont cours dans la société. Une société apprenante, c'est aussi une société qui, de fait, accepte son développement technologique, économique, etc., mais en laissant une place importante au questionnement éthique. Pour moi, une planète apprenante, c'est une planète dans laquelle chacun s'enrichit des connaissances que les autres peuvent produire et s'enrichit de ces connaissances de manière continue, finalement de la naissance jusqu'à la mort. Et chacun s'enrichit de ce qu'il peut lire dans des livres, de ce qu'il peut apprendre dans sa vie quotidienne, de ce qu'il peut apprendre de sa participation au monde associatif, mais également dans laquelle chacun a conscience qui l'enrichit par sa pratique, par ce qu'il dit, par sa vision des choses, ceux qui l'entourent. Et c'est finalement cette articulation qui fait que chacun peut apprendre des autres et chacun apprend aussi aux autres. Et là, on aurait finalement un mouvement positif d'une planète apprenante dans une dynamique collective et dans une dynamique d'intelligence collective partagée dans laquelle surtout chacun a un rôle à jouer. Si demain on n'est pas capable de pouvoir travailler ensemble pour relever les défis, ce ne sera pas facile. En revanche, si on est capable de changer notre approche de la connaissance, de la transmettre beaucoup plus facilement, de la rendre appropriable par les uns, par les autres, et donc de faciliter la co-construction, là on a de bien meilleures chances d'arriver à relever les défis qui sont devant nous, et donc d'avoir un avenir, de participer à la construction d'un avenir qui sera bien meilleur pour tout le monde. Merci d'être allé jusqu'au bout du voyage, sur ce début d'exploration de la planète apprenante. Comme vous l'aurez compris, nous devons la co-construire ensemble. Tout reste à inventer, mais vous avez sûrement des projets, des envies, des idées. Vous pouvez partager ce que vous connaissez, ce qui vous inspire. Vous pouvez célébrer de nouvelles manières d'apprendre, vous pouvez organiser une fête de l'apprendre, contribuer à un 24 janvier avec l'UNESCO et avec toute la planète à célébrer le Festival de la planète apprenante.